La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Du marquis de Sade jusqu'à l'époque des Duvaliers, en passant par tous les régimes suprémacistes, que ce soit le nazisme, la liberté d'expression et le discours littéraire se sont toujours trouvés dans le collimateur de tyrans ou de maisons d'édition appliquant ce que Bourdieu appellerait la politique éditoriale. Ce qui nous ramène ce soir à cette censure qui a revêtu bien des formes, allant d'une censure pour sauver la vie de celui qui est censuré, ou juste d'une censure pour gagner les bonnes grâces de quelqu'un. Ce qui nous ramène encore une fois au sujet qui sera débattu ce soir, qui devrait intéresser plus d'un, à une époque où l'on se bat pour la liberté d'expression, ou aussi où l'on se bat pour s'affirmer à travers ses écrits, à travers ce en quoi nous avons foi. Nous avons le thème de ce soir qui est l'écriture de la marginalité entre censure et liberté d'expression. Un sujet que notre ami intervenant, Cherise Claire Evans, se chargera de vous faire déguster. Mais avant cela, nous vous prierons de bien vouloir vous mettre debout afin d'entonner la Dessalinienne, notre hymne national. Merci. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Sans trop tarder, nous allons passer à votre chanson que vous aimez tous, cette chanson qui fait le bonheur de plus d'un à Café Philo depuis assez longtemps. Il s'agit de la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles
de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'était Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Comme il est de coutume à Café Philo, avant de passer à notre intervenant de ce soir, nous enchaînerons avec une projection documentaire que je vous invite à visualiser avec nous. C'était des vidéos très instructives. Le jeune écrivain arabe a été agressé, ce qui nous rappelle un Jacques Stéphane qui a laissé sa vie. Sans trop perdre de temps, je vous signalerai juste que c'était les hors-d'œuvre. Maintenant, place au plat de résistance avec mon ami Cheris Claire Evans, mieux connu sous le nom de Bookman, que je salue. Je dis bonjour à Tineg. Bookman, Cheris Claire Evans aura 30 bonnes minutes pour vous pondre ce qu'il vous a apporté, vous l'expliquer et attendre vos remarques et questions. Donc, sans plus tarder, nous lui demandons de bien vouloir commencer, sous vos applaudissements, bien sûr. Je voudrais d'abord saluer ce beau public qui est ici présent pour écouter cette conférence que je viens de prononcer. Et avant d'entamer le sujet, je voudrais dire une petite anecdote. Et après mon travail, je suis rentré chez moi et je faisais un petit sommeil. Et dans mon sommeil, j'ai rêvé quelqu'un qui me disait « Je pensais que tu ne viendrais jamais présenter une conférence parce que je te croyais être l'intellectuel dans l'ombre. » Alors, moi, j'ai pris le courage de venir ici parce que comme tous les hommes changent, je change aussi.
Je ne voudrais plus rester dans l'ombre. Je voudrais apporter ma pensée, aussi bien que ceux qui ont été déjà avant moi sous les projecteurs, une pensée, à mon avis, qui essaie de signifier le monde. Alors, d'abord, je dois faire un petit rappel sur un auteur que j'aime. J'ai préparé un petit papier qui me sert de support pour pouvoir prononcer mon discours. Mais je ne vais pas suivre intégralement le papier parce que ce n'est pas un discours référentiel, mais c'est plutôt un effort de pensée que j'essaie de contextualiser dans ma vie et dans d'autres aires culturelles. Quand je regarde la reine des écrivains, moi j'essaie tout d'abord d'établir la distinction entre ces créateurs qui se servent des mots, qui sont des signes graphiques et phonétiques, individus et dont l'histoire dépasse l'histoire de ces créateurs pour créer des formes et des styles. Et cette distinction m'amène à les catégoriser en un groupe d'écrivains qui produisent de la bonne littérature et un groupe d'écrivains qui produisent une littérature qui laisse à désirer. D'abord, je vais mettre de côté le deuxième groupe pour opiner sur le premier groupe. De ce groupe, j'établis encore une distinction. C'est la catégorie d'écrivains qui ornent les libraires, les étagères des bibliothèques et qui se font inviter dans les colloques culturels et dans les conférences sur la littérature. Et l'autre groupe d'écrivains qui créent aussi de bonne littérature, mais qui n'arrivent pas à avoir une audience. Et c'est de cette distinction que j'arrive à proposer la thématique, l'écriture de la marginalité entre censure et liberté d'expression. Alors, je vais d'abord proposer une définition qui s'inscrit dans la perspective de Albert Camus dans son ouvrage fameux qui s'appelle L'homme révolté. Dans ce texte, Camus définit pour nous la révolte comme un nom qui se fait entendre contre une situation qu'on ne tolère plus. Alors, quand j'applique cette perspective à la situation de l'écriture que je nomme l'écriture de la marginalité, eh bien, ça signifie que c'est une forme d'écriture qui prend naissance pour sortir du silence une réalité que l'opinion publique, qu'il s'agit de la presse, qu'il s'agit d'une morale sociale, qu'il s'agit d'un pouvoir politique, essaie d'occulter. Alors, cela m'amène à la définition plus littérale que l'écriture de la marginalité est une écriture qui met sur la table de la discussion un ensemble de réalités que l'on voudrait silencer sous les projecteurs. Alors, ça c'est une première définition que j'essaie d'élaborer dans une perspective camusienne. Il y a une deuxième définition qui me permet de mobiliser Sartre, Lucien Goldman, Victor Sage, qui définit l'écriture comme l'expression d'un vécu que l'on donne forme à travers le langage que l'on partage avec une communauté. Et ce vécu peut être un vécu collectif, et ce vécu peut être un vécu individuel, et ce vécu peut être aussi un vécu d'une catégorie spécifique de la société. Et pour illustrer cette définition, je fais appel à certains écrivains qui écrivent, mais en écrivant qui parlent de leur situation ou encore qui fait l'expérience d'une communauté, telle que Zola ou encore Jacques-Séphane Alexis, qui pour écrire L'espace d'un ciment a été dans les bordels expérimenter la vie des prostituées et la vie des gueux et des clochards pour pouvoir faire naître cette œuvre. Alors ça, c'est la deuxième définition que j'essaie de proposer
de mathématiques. Alors, après la définition, il importe, à mon humble avis, de définir le sort et le destin de cette forme d'écriture littéraire. Alors, cela nous amène à faire un rappel sur la liberté de pensée et d'expression qui a été mise en vogue pendant le siècle des Lumières. Alors, l'écriture de la marginalité, c'est une écriture que l'on essaie de mettre en marge. Et c'est une écriture que l'on essaie de mettre en marge, soit par une instance officielle, comme l'Église, l'État, ou encore soit par une morale sociale qui, par des manèges, par des mécanismes, essaie de mettre dans un cercle de culpabilité celui qui propose une forme de morale qui n'est pas la morale de l'ordre sociétal. Alors, cette liberté de penser, pour nous autres, eh bien, elle existe dans différents champs. Par exemple, c'est une liberté de penser que nous trouvons dans le champ de la presse et qui n'a pas le même destin dans le champ littéraire. Alors, quelle question posons-nous? Nous nous posons quelle relation peut-il exister entre ces deux champs, le champ médiatique et le champ littéraire? Alors, nous avons proposé une réponse mobilisant trois concepts. D'abord, c'est le concept de connivence. Ensuite, c'est le concept de complicité. Ensuite, c'est le concept de appui mutuel. Alors, l'écrivain qui jouit aussi de la liberté d'expression quand il produit une écriture qui pourrait être appelée une écriture de la marginalité peut, tout en étant en marge des maisons d'édition, jouir le privilège de proposer un discours qui se fait médiatiser par les professionnels de la presse. Alors là, c'est une relation de connivence qui peut exister, en fait, qui puisse exister, comme il n'y a pas de certitude, entre ces deux champs, le champ médiatique et le champ littéraire. Alors, après avoir parlé de ces deux champs qui jouissent de la liberté d'expression et des types de relations qui puissent exister entre eux, il nous importe aussi de parler de la censure qui est la forme la plus manifeste de mettre l'écrivain en marge d'une publicité qui le ferait connaître d'un lectorat avisé ou d'un lectorat complaisant. Alors, nous ne proposons pas une définition conceptuelle de la censure, mais nous disons tout simplement que la censure, c'est un ensemble de mécanismes que l'on met en branle pour étouffer une forme de pensée qui ne justifie pas un ordre. Un ordre qui peut être un ordre économique, qui peut être un ordre social, qui peut être un ordre politique. Mais toujours est-il qu'il soit un ordre multidimensionnel. Alors, après la définition, nous avons jugé nécessaire de parler des différentes formes de censure, en fait, ces différentes manifestations. Il y a la censure qui se fait officielle, c'est-à-dire, par exemple, sous les régimes des dictatures, sous les régimes autoritaires, eh bien, la censure officielle, c'est la censure qui emprisonne, c'est la censure qui assassine ou c'est la censure qui contraint à l'exil. Ça, c'est la censure qui se manifeste sous les régimes autoritaires. Mais il y a une deuxième forme de censure, mais qui vit en juxtaposition à la première forme de censure, mais qui ne se manifeste pas concrètement parce qu'en régime démocratique, censurer la liberté d'expression est un non-sens à la démocratie. Eh bien, la deuxième forme de censure, c'est une censure que nous appelons une censure officielle, officieuse. Ce n'est pas une censure qui se définit comme telle, parce qu'il ne peut pas trouver de légitimité dans les espaces de débat publics, comme la presse, les écoles, les universités,
mais c'est une censure qui use de la ruse, de la manipulation, de la campagne du silence, du dénigrement, de diffamation, pour mettre à l'écart une forme d'écriture que nous nommons l'écriture de la marginalité, parce que cette censure-là, en fait, cette écriture-là est en contradiction avec la morale. Bien, alors, ce sont les deux formes de censure manifestées sous une forme différente. Maintenant, après avoir passé en revue tous ces points et essayé de signifier la relation qu'il y a entre les champs médiatiques et les champs littéraires, il nous importe de parler maintenant de la responsabilité de l'écrivain. Alors, nous posons la question, quelle est la responsabilité d'un écrivain dans une société où la censure existe, soit sous une forme officielle, mais entre parenthèses, aujourd'hui, cette censure-là n'existe plus parce que nous vivons dans une ère démocratique, mais aussi dans une forme officieuse. Quelle est la responsabilité de l'écrivain? Alors nous pensons d'abord que la responsabilité d'un écrivain, c'est d'écrire en toute liberté. Et qu'est-ce que j'entends par une écriture qui se soumet à la liberté absolue, entre guillemets? C'est une écriture qui est un souffle que l'on ne peut, en fait, un souffle créateur d'esthétique que l'on ne peut pas aliéner à un pouvoir économique, politique, religieuse ou moral. C'est ce que nous appelons une forme d'écriture soumise à la liberté. Maintenant, quelle est la deuxième responsabilité de l'écrivain? Nous pensons que l'écrivain doit prendre des engagements. Bon, certains écrivains peuvent dire qu'ils ne feront pas de l'espace de création littéraire un espace d'engagement social. On peut discuter cette proposition, le contester ou encore la réfuter. Mais toujours est-il que l'espace littéraire, c'est toujours un espace d'engagement social. Un engagement social qui peut être un ornement à l'ordre sociétal ou encore un engagement social qui peut être une mise en question de l'ordre social. Alors, la prudence que doit prendre tout écrivain en faisant du lieu littéraire, du lieu de la littérature, un espace d'engagement, c'est d'éviter de tuer l'art, de tuer la forme qui est essentielle à l'écriture littéraire. Ça veut dire que tout en mettant sous les yeux d'un lecteur les misères, les injustices, les déboires d'une catégorie d'êtres humains, eh bien, il faut toujours rester fidèle à la création de formes, à la recherche ou encore à l'invention d'une esthétique. Mais il y a aussi une troisième responsabilité qui est, à notre sens, et la responsabilité la plus cruciale quand on choisit de faire le métier de l'écrivain, c'est d'abord inscrire sa durée de vie dans le temps non compartimenté, c'est-à-dire dans le temps infini, c'est-à-dire le temps qui parlera de l'existence de l'homme et qui cessera d'en parler quand il n'y aura plus d'humanité. Donc, l'écrivain doit inscrire sa durée de vie dans le temps. C'est-à-dire, comme nous prenons un écrivain comme Jacques-Stéphane Alexis ou encore Jacques Roumain, eh bien, ce sont des écrivains qui sont parvenus à inscrire leur époque dans la durée, c'est-à-dire par une forme d'universalisation de la condition humaine. Eh bien, ils ont appelé laïcien l'homme qui peut connaître les souffrances d'un Congolais, les souffrances d'un Français qui habite dans une banlieue, les souffrances d'un Allemand qui a connu la Gestapo, ou encore les souffrances d'un Espagnol qui a connu l'époque de Franco. Alors ce sont pour nous autres, dans cet effort de réflexion, les trois responsabilités d'un écrivain qui choisit cette forme d'écriture que nous osons nommer l'écriture de la marginalité. Alors maintenant, quels sont les enjeux et les perspectives? Alors nous pensons qu'il y a des enjeux qui sont inhérents à ce choix. Parce que nous vivons dans une société qui
est constitué d'intérêts divergents, contradictoires et qui se réfutent. Donc l'écrivain, quand il crée une forme qui apporte un message de la révolte contre un ordre défendu par une police politique, eh bien, il sera toujours en confrontation avec la répression qui prend les formes psychologiques, qui prend les formes sociologiques. Par exemple, cet écrivain peut être toujours sous la menace de violence psychologique. Cet écrivain peut être toujours sous la menace de sanctions sociales. Par exemple, il peut se voir isolé des différents groupes sociaux. Là, ce sont des enjeux qui sont relatifs à ce choix d'écriture. Mais il y a aussi des perspectives. C'est l'art, la littérature comme art, ne peut être tuée par aucune forme de censure. Et c'est pourquoi tout écrivain est mis en demeure de rester dans sa voie de création de formes, d'esthétique, par l'usage d'une propriété indivise que nous appelons la langue. Alors, pour finir ma présentation, je voudrais vous lire, je n'ai pas été trop long, je voudrais vous lire un extrait d'une conférence présentée par Monique Pouls lors d'un colloque, excusez-moi, au Canada. Alors, écrire est un geste de liberté inouïe, une permission qui nous est accordée d'être complètement irrévérencieux, séditieux, personnel, authentique. Libres, soyons libres. Enseignons, traduisons, balayons les rues s'il le faut, prêtons notre imaginaire, notre sueur à tout travail qui nous sortira de la mendicité et nous permettra d'écrire. Cultivons la jouissance de ne rien attendre des autres, ne mendions pas le droit d'exister. Soyons de roc et de plumes, souples et inébranlables, légers et lucides, invisiblement visibles. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était avec nous Cherise Claire Evans dans un discours concis, précis et soigné. Je vous demanderai encore une fois de l'applaudir. Vous êtes vraiment un public fantastique, hein? Sans trop tarder, la parole sera à vous dans 1 minute. Il a fini son intervention. Je sais que vous avez 1001 interrogations. C'est votre moment. La parole est à vous. J'annonce la pause après avoir annoncé que la parole était à vous. Mais la pause quand même. De retour après la pause. De retour après la pause, tout le monde. Nous avons eu un intervenant merveilleux, un public bon enfant. Nous allons continuer ainsi avec les séries de questions. Nous vous demanderons de bien vouloir être concis et précis pour ne pas donner trop de fil à retordre à notre intervenant. Sur ce, nous allons mentionner les noms de ceux qui vont faire partie de la première série. Il s'agit de Charles-Fredo Grandpierre, Saint-Amour Fritzmont, Paulson Pierre-Philippe et Marc-Antoine Boiron. J'espère qu'ils se déclineront devant nous dans cet ordre. Charles-Fredo Grandpierre, d'abord. Ensuite suivra Saint-Amour Fritzmont. Je salue Tineg, Boukman. Et vraiment, c'est une belle intervention. Une intervention éclairée, bien structurée, bien pensée, et qui est à mon goût. Et nous savons très bien que parmi les œuvres qui sont dans la résistance comme art de résistance, puisque tu parles de l'écriture marginalisée, on sait bien à un moment donné, Justine faisait partie de ces œuvres-là. Et il y en a tant d'autres. Et l'on connaît l'histoire de Ridebeuf qui, comme critique littéraire, a retardé la montée de Balzac, si je me souviens, entre Balzac et Stendhal. Donc, il ne voulait pas de cette œuvre-là. Or, aujourd'hui, on connaît la renommée de ces grands hommes. On connaît leur renommée parce que
ce n'est plus la même époque et ce n'est plus aussi les mêmes critiques. D'accord? Donc, nous ne sommes pas dans la contemplation mutuelle et que l'on se trouve aujourd'hui. Donc, écrire n'est pas toujours un engagement. C'est aussi un moyen de s'évader, un moyen d'aller à la rencontre de l'autre, d'offrir au monde un monde nouveau. Donc, j'ai aimé ton intervention, j'ai voulu faire ce commentaire. Je vous ai dit bonsoir. Bonsoir. Et c'est que j'apprécie l'intervention de notre intervenant ce soir et sur l'écriture ainsi que l'idée aussi philosophique et littéraire précisément. Mais sans plus tarder, je vais réitérer cette question. Est-ce que, monsieur l'intervenant, est-ce que vous pouvez parler de l'écriture comme étant la marginalisation d'une approche philosophique et dans le concept de phénoménologie philosophique précisément, qui apparaît l'apparent, le paraît et apparaître. Et précisément, vous avez parlé de l'écriture comme étant fait partie de la presse écrite, ainsi que qui diffère aussi de la littérature. Est-ce que vous pouvez aussi nous énumérer aussi l'essentialité de l'écriture comme étant la marginalisation, la dualité des idées sociales, etc. Comment vous pouvez distinguer aussi l'idée aussi philosophique et l'idée littéraire avec aussi la critique moderne de ce temps? Oui, et merci pour la qualité d'intervention. Et question par maintenant, c'est essayer de comprendre qui différence nous fait dans écriture marginale et écrivain marginalisé. Parce que on monde qui écrit des propos, ils ont rendu écrit qui marginal sans que lui-même n'est pas en marginal. Et de la même façon aussi, une écriture peut rendre quelqu'un marginal. Cela veut dire qu'il servi à son écrit pour marginaliser. Alors, nous avons un peu de différence pour nous et positionner par rapport à ça. Et je tiens à vous saluer, et surtout parce que vous êtes encore présent en ce moment pour nous parler de ce qui concerne les choses de l'esprit. Donc, en fait, ma question, c'est plutôt concernant ce sujet dont vous traitez tout à l'heure. Donc, je tiens à savoir, selon vous, en tant qu'intervenant aujourd'hui, et parce que nous autres, en tant que des jeunes de nos jours, nous savons que l'écriture est une sorte d'issue. Donc, l'écrivain écrit également pour parvenir à trouver un moyen pour survivre. Donc, nous sommes dans une société où l'écriture de nos jours est plutôt conçue comme étant un métier. Donc, quand on vit, ma question commence, et quand on vit dans une société comme telle qui porte le nom d'Haïti, une société où il n'y a pas... Ok, je vais poser. Ok, ce que je tenais à vous demander, c'est d'après vous, en tant qu'intervenant sur ce sujet qui porte un titre si marginal, donc je tiens à savoir quel moyen, quelle issue existe-t-il pour un écrivain en herbe dans une société comme telle en Haïti, où il y a tellement d'écrivains, où il y a tellement d'écrivains qui ont déjà un nom dans la littérature, qui veulent avoir des disciples, donc qui sont marginalisés parce qu'ils refusent de se faire des disciples, parce qu'ils refusent de s'adonner aux idées complètes, aux idées reçues de ceux qui les ont précédés. Donc c'est ça ma question. Bien, je commence par la dernière question. C'est l'écriture comme porte de sortie économique pour certains écrivains. Bien, je pense que l'écriture crée aussi une industrie du livre qui comprend l'éditeur, les correcteurs, les libraires. Donc, il y a une économie qui peut être générée et favoriser un certain bien-être à l'écrivain. Mais il faut que sa littérature ait une forme
je dirais, acceptable par certaines conventions littéraires et légitimé par des sectes littéraires aussi. Parce que dans le champ littéraire, il y a aussi la camaraderie qui est un facteur de réussite. C'est-à-dire, on s'appelle pote et c'est une formule de réussite. Si on n'est pas pote, eh bien là, toi, tu ne passeras pas. Il y a un ami qui essaie de définir avec moi les différents types d'écrivains qu'il y a en Haïti. Il m'a d'abord dit qu'en Haïti, les écrivains, bon, je suis vraiment désolé de répéter cette phrase, c'est une bande de créateurs affamés qui s'entre-déchirent pour le steak du mécénat international. Bien, il est vrai que je déplore cette définition, mais quand même, c'est une définition qu'il tire de la perception que lui renvoie la réalité du champ littéraire en Haïti. Oui, tu as raison, l'écriture peut être un couloir où celui qui crée peut se faire des revenus. Et la deuxième question, quelle issue pour l'écrivain en herbe? Moi, je pense que ça a d'abord un rapport avec la création d'une industrie du livre en Haïti. En Haïti, il n'y a pas vraiment une industrie du livre où il y a des maisons d'édition qui nous laissent des choix. C'est-à-dire, si je ne veux pas imprimer à Choukoun Édition, je peux choisir une autre maison d'édition. Moi, je pense qu'il faut créer une industrie du livre qui va créer les possibilités pour que l'écrivain puisse choisir son éditeur. C'est-à-dire, ce n'est pas un écrivain qu'on va choisir, mais l'écrivain aussi peut choisir un éditeur. Parce que quand c'est l'éditeur qui choisit, eh bien, il fait des choix sélectifs. Maintenant, la troisième question, qui est une différence entre l'écriture marginale et la marginalisation de l'écrivain. Oui, il y a une écriture marginale. Mais moi, j'ai parlé d'une écriture de la marginalité qui n'est pas une écriture marginale. L'écriture est marginale, c'est quand elle se fait mettre de côté. Alors que l'écriture de la marginalité, c'est une écriture qui parle d'un ensemble de réalités que l'on ne met pas sous les projecteurs. Par exemple, quelqu'un qui choisit d'écrire une histoire sur la prostitution. Bon, il y a des groupes que ça n'intéresse pas. Quelqu'un qui choisit de parler de la fécalisation de la vie, comme l'écrivain qui était invité la dernière fois à Café Philo. Ça n'intéresse pas tout le monde. Vous voyez? Donc, il y a une écriture de la marginalité, il y a aussi une écriture marginale. L'écriture marginale, moi, je pense que c'est l'écriture qui qui est victime d'une campagne de silence, c'est l'écriture qui est censurée. Maintenant, c'est la marginalisation de l'écrivain. Par exemple, nous avons Gary Victor, bon, je vais citer son nom, qui, à mon avis, propose une écriture de la marginalité avec ses histoires de Sonson Pipirite, d'Albert Buron, ou encore et dans le cercle des époux fidèles. Donc, il nous raconte des histoires que tout le monde n'aimerait pas lire. Vous voyez? Mais pourtant, Gary Victor est un écrivain très auditionné qui se fait inviter dans tous les colloques internationaux et nationaux. Donc, moi, je pense qu'une écriture peut créer la marginalisation de l'écrivain, comme une écriture de la marginalité peut donner une audience à l'écrivain, dépendamment de ses promoteurs. Maintenant, la deuxième question. L'écriture comme marginalisation philosophique. Bon, il a parlé de phénoménologie. Bon, je pense qu'il avait dû penser à Hegel, Husserl, Edmond Husserl. Bien, la phénoménologie, c'est une philosophie qui essaie d'expliciter très subjectivement le rapport entre ce qui est manifeste et ce qui est le réel. Voilà, justement. Donc, existe-t-il une écriture qui a cette facture en Haïti ou au monde? Oui, il y a une écriture littéraire phénoménologique. Mais il y a des écrivains phénoménologues qui ne sont pas des littéraires, mais qui se font marginaliser. Ça, c'est une autre chose. Moi, je pense que la question, sans vouloir offenser votre intelligence, aurait dû être existe-t-il une littérature phénoménologique? Maintenant, l'écriture marginalisée et l'écriture de la marginalité. Les marginaux qui ont évolué dans un temps. Bon, il y a des écrivains qui sont comme les prophètes qui ne sont pas écoutés à leur époque. Et par la suite, qui vont être lus, aimés
chéris dans une autre époque qui n'est pas la leur. Par exemple, un écrivain peut mourir dans la famine, alors que 50 ans, un siècle après, son œuvre sera vendue dans le monde entier. Vous voyez? Donc, dans son siècle, on peut être un écrivain inconnu, marginal, alors que dans un autre siècle, on sera célèbre, connu. Par exemple, je prends un exemple. Moi, j'écris là. Là, ce sont des papiers. Vous voyez? Le prix de la marchandise, ce sont des papiers parce que ça n'a pas la forme d'un livre. Vous voyez? Mais on ne connaît pas encore la valeur. Peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, je serai l'objet de débats internationaux. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple illustratif de cette question. J'espère que Boukman sera bientôt célèbre, qu'il n'aura pas attendu sa mort pour que ce livre se vende. Un débat très, très intéressant qui me fait penser à ceci. Si vous voulez faire taire un bavard, choisissez-le comme modérateur. Sans trop tarder, nous allons passer à la deuxième série de questions. Nous appellerons Peggy, Elie Vladimir et Wedney Colin. Alors, bonsoir à Chéris Claire et à Junior Tineg. Je voudrais d'abord te féliciter pour ton intervention qui a été très intéressante et qui a soulevé un questionnement chez moi. En parlant de liberté d'expression, je pense que celui qui est, ou celle qui est la première personne à être concernée par la liberté d'expression, c'est la personne même qui prend la parole. Et c'est elle-même qui choisit ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne va pas dire. Donc, en parlant des censures qui sont mises par les politiques éditoriales ou bien par les maisons d'édition ou bien par les politiques, je m'attendais aussi à ce que ton intervention, soulève la question de l'autocensure. Dans quelle mesure l'autocensure peut impacter l'écriture de la marginalité? Bonsoir. Félicitations à l'intervenant et au modérateur. Moi, la question dont j'aurais aimé te poser se lance de la sorte. Quels sont les enjeux peuvent avoir l'écriture engagée dans le milieu social haïtien? Merci, c'est ça. Bonsoir et nous remercions particulièrement pour son intervention. Et ma question est la suivante. Comment pourrait-on considérer une écriture comme étant marginalisée ou une écriture en même temps, parlons de l'écriture libérée ou une écriture qui soit libérée même des paradigmes littéraires? Disons, toute écriture ou disons, toute écriture littéraire ou toute écriture qui soit libérée sont donc devenues une écriture mère ou disons, sont donc fondées dans un paradigme ou d'autres. Comment pourrait-on séparer ou détacher l'écriture d'un paradigme donné? Bien, je commence. Je commence par la dernière question. Comment l'on peut détacher l'écriture d'un paradigme littéraire? Moi, je pense qu'il est question de choix. Bon, là, tu me fais penser un peu à Régis Debray qui, dans son ouvrage Raison politique et esprit religieux, qui nous a dit que abandonner une idéologie, c'est inventer une autre. Moi, je pense que quand on laisse un paradigme, on est quand même dans un autre, même si on n'est pas encore conscient, ou encore même si on n'a pas encore systématisé, je dirais, les concepts, les attributs et le type de relations qui existeront entre ces attributs qui vont créer une nouvelle théorie paradigmatique. Donc, si je suis écrivain et j'écris dans le courant absurde, alors je peux créer une œuvre théâtrale dans le courant absurde et demain écrire un roman dans le courant existentialiste. Là, c'est le passage d'un paradigme à un autre. Ou encore, je peux créer une œuvre littéraire qui exprime un réalisme merveilleux, comme dans Jacques-Stéphane Alexis, et demain écrire une œuvre qui parle, en fait, qui reflète un autre paradigme. Moi, je pense qu'il est question de choix. Il est question de choix. Mais cependant, les psychanalystes vont peut-être m'approuver. L'écrivain parle aussi d'un inconscient.
quand on écrit, eh bien, se glisse au moment de la création, dans notre œuvre, une part d'inconscient. C'est-à-dire des choses que l'on ne veut pas dire, ou encore des choses dont on n'a pas la volonté d'exprimer, mais qui passent à travers l'œuvre. Par exemple, c'est ce que certains théoriciens littéraires vont faire quand ils psychanalysent une œuvre. C'est-à-dire qu'est-ce que l'écrivain a dit et qu'il n'a pas voulu dire. Vous voyez, qu'est-ce que l'écrivain a dit et qu'il n'a pas voulu dire. Ou bien qu'est-ce que l'écrivain a dit, mais sans s'en rendre conscience. Vous voyez? Mais cependant, moi, je fais une prudence. On peut dire une chose que l'on assimile à un inconscient, pourtant qui peut n'avoir aucun rapport avec l'histoire de l'écrivain refoulé ou encore enfoui dans son inconscient. D'accord? Je pense avoir répondu à la question. La deuxième question, c'est à Madame Peggy, Mademoiselle Peggy. L'autocensure. L'autocensure, c'est une censure que l'on se fait à soi-même. Par exemple, Platon s'est censuré. Après avoir écrit des œuvres poétiques, eh bien, il a jugé que la poésie était inutile, eh bien, il a déchiré ses poèmes. Donc, on n'a pas connu les poèmes de Platon. Vous voyez? Donc, l'autocensure, par exemple, un écrivain peut exister. Moi, je suis en train de connaître partiellement une forme d'autocensure, parce que je ne suis pas de ces écrivains qui se démènent à droite, à gauche pour trouver un éditeur. Donc, pour moi, c'est une démarche d'autocensure partielle. Vous voyez? D'accord? Mais l'autocensure ne doit pas ériger un mur qui nous empêche de voir la censure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la censure. Je crois avoir répondu à la question. Bien. Après, si on veut, on pourrait en discuter. Maintenant, la dernière question. Enjeu de l'écriture engagée en Haïti. Oui, il y a des enjeux. Mais quand un groupe se met dans la rue pour manifester contre l'augmentation du prix du pétrole, il y a des enjeux. Donc, puisque l'État a pris une décision et que cette décision obéit à une autorité gouvernementale, eh bien, on va envoyer les voitures de police pour réprimer la répression, en fait, la manifestation. Donc, il y a des enjeux. La liberté d'expression crée des enjeux. La démocratie qui défend la liberté d'expression joue aussi dans la connivence avec la ruse, joue de connivence avec la ruse. Il y a des choses que les démocrates avouent publiquement qu'ils n'avouent pas, en fait, des choses qu'ils n'avouent pas publiquement, mais qui se font dans les coulisses. Donc la démocratie aussi, c'est un jeu d'hypocrisie parce qu'on veut donner aux citoyens une illusion de liberté. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est un enjeu des campagnes électorales. C'est un enjeu de la prise de pouvoir. Quelqu'un qui promet aux citoyens d'être plus libres, même si dans son agenda, il va créer plus de prisons, il va créer une loi sur la diffamation, eh bien, dans les campagnes, il va promettre la liberté d'expression. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la question. C'était un délicieux café philo servi tout chaud par notre ami Evans Cheris Claire, Bookman, que je vous demanderai d'applaudir encore une fois. Il le mérite. Il le mérite. Hein? Merci beaucoup. Malheureusement, il nous faut nous séparer de vous, qui n'est pas quelque chose que nous voulons, mais il le faut. Nous vous disons à la prochaine pour un autre café philo Pichot. C'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. Qui bon ça est mauvais, mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie,
autres, au dis-moi, pour prendre tes points. Jacques, Mel, Thomas, 115 coffres, l'homme au cas, monte mon, pour ça qui près, pour ça qui loin.